Comment les oreilles s'épanouissent-elles? Tu sais, c'est un 33 tours, c'est un petit Africain, le fils d'un producteur de musique africaine dans les années 70. Un peu. Tu sais, il est là comme Fela, tu sais, torse nu, avec les gris-gris, tu sais, comme ça, hyper à fond. Il doit avoir 7 ans, je sais pas. Une promenade radiophonique avec Nilso. Les expos de disques pour enfants sont-elles faites pour les enfants? Telle est la question. Ou préfère-t-il aller jouer au parc à côté de la médiathèque? Chapitre 16. Un entretien miniature. Ouais, c'est ça. Il doit avoir, on voit le papa bien renseigné. Bientôt l'anniversaire. Ouais, comme le mien, donc c'est parc. Alors. Donc voilà, les enfants sont partis, on peut passer aux choses sérieuses et parler d'enfin de ces disques pour à enfants. 5 ans, ils vont pas rester dans une expo. 10 minutes, il a regardé. Un peu. Il a regardé. Il a retrouvé les mêmes disques à la maison, mais accrochés, alors c'est un peu bizarre pour lui. Les trucs qui traînent dans le salon d'habitude sont là, mais... Et combien de temps ça a duré? Son temps d'attention, Ouais. très limité. Ouais. Parce que j'ai failli amener le mien hier, puis je me suis dit, ouais, ça va être un peu artificiel, ça va durer 20 minutes, et après je serai au parc à côté. De toute façon, c'est un piège, c'est un cheval de Troie. On parle de disques pour enfants, mais pour parler d'autres choses. Oui, j'imagine bien. De toute façon, clairement, quand on faisait cette expo, donc autour du disque pour enfants, un des projets, c'était aussi d'amener un regard critique et au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne soit pas le regard soit fonctionnel, soit pédagogiste, qui est souvent celui avec lequel on aborde ce type de production. Donc on est là en fait sur une forme d'histoire de l'art du disque pour enfants, ou manière de reconsidérer le disque pour enfants à travers les mouvements artistiques post-années 50. Donc d'une certaine manière on est sur un contenu relativement sérieux. Après il y a toujours le côté extrêmement accessible, coloré, séduisant des disques pour les plus petits. Ils savent même à 5 ans, ils savent quand même ce qui est fait pour eux. Ils ressentent quand même ce qui est fait pour eux ou pas. Mais écoute-t-il encore aujourd'hui des disques pour enfants à 5 ans? Bah, le mien oui. Alors ça va. Ici il y a un stock de CD pour enfants comme dans la plupart des médiathèques, je dirais. Il faudrait regarder la fréquentation. Mais... Non, mais on connaît les chiffres de vente d'un CD à l'heure actuelle pour les enfants. Ça va être, si ça fait 2000 ventes, parce qu'en général, c'est du livre-disque. C'est du livre-disque. À part des choses très connues, genre, je sais pas, l'album de Renaud. Voilà. J'imagine, je sais pas combien ils se vendent l'album de Renaud. Mais, ou peut-être certains tubes pour enfants. Mais sinon, les livres-disques, qui est un petit peu le format le plus commun, s'ils atteignent 2000 exemplaires, c'est très bon. C'est un peu ça, ouais. Et alors que les chiffres de vente qu'on a pu observer dans des livres qui traitent du sujet, dans les années 80, j'ai plus les chiffres en tête, mais... Je crois que sur certains disques chez Chant du Monde, on est sur des pressages qui avoisinent les 100 000 exemplaires, tu vois, sur certains 33 tours qui ont été bien diffusés. Après, le producteur Philippe Gavardin là, de Chant du Monde et de la collection Chevance disait, un peu comme on parlait au début, que l'enfance durait de moins en moins longtemps finalement. C'est-à-dire que à partir des années 80, finalement, les enfants de plus en plus jeunes se branchent sur ce qu'écoutent les grands frères ou les grandes sœurs, et que la période où tu peux leur proposer des choses comme participant à une espèce de grand bain qui les approvisionne de choses extrêmement diverses, différentes, curieuses, dure de moins en moins longtemps. Mais elle n'est pas juste à la maison, heureusement, cette période, parce que quand même à l'école, on essaye de faire une ouverture, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a peut-être moins de disques pour enfants, par contre, je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités de faire des spectacles pour enfants à l'heure actuelle, quoi. N'importe quelle salle de concert, de spectacle a une programmation enfant, n'importe quel festival a une programmation enfant. Il y a des festivals pour enfants, enfin il y a une offre, mais ça passe pas forcément par le disque. Finalement, la production discographique à l'heure actuelle, elle est assez mince, quoi. Et enfin, si en plus on considère ce qui est vraiment intéressant, ça devient vraiment très mince. Sylvain ? Pas de commentaires. Le projet de Radio Minus, il est né il y a 8 ans à peu près, à la base dans l'idée de faire une web radio avec de la diffusion de musique très inhabituelle auprès des enfants. Et rapidement, on a commencé à faire des recherches spécifiques sur les disques trésors cachés du disque pour enfants. Donc on s'est mis à chiner systématiquement, à repérer les choses intéressantes dans les conventions et à le faire avec une dimension internationale, c'est-à-dire non seulement sur la France, mais aussi les États-Unis, le Japon, le Danemark,
l'Allemagne, et à identifier à chaque fois dans chaque pays les labels, les artistes ou les groupements, disons, qui pouvaient avoir eu un intérêt particulier là-dessus. Donc on a fait ça, et c'est à force de faire ce travail qu'au bout d'un moment, donc on a développé les projets de spectacle et de boom pour enfants, où on passait donc de la musique très inhabituelle pour danser. Et petit à petit, plus tu cherches des disques, plus tu te rends compte qu'il y a très peu d'infos sur l'arrière-plan de ces disques. C'est-à-dire les disques sont pas ou mal documentés. On sait rarement. Il y a quelques artistes qu'on connaît, mais souvent on se demande qu'est-ce que c'est que ce truc, dans quelles circonstances ça a été fait, quel était qui a fait ça, pourquoi, parce que des fois c'est vraiment très curieux. Et donc on a voulu documenter de plus en plus l'histoire des disques. Et c'est à force de faire ce travail que donc la médiathèque nous a contactés en disant qu'ils avaient leur fonds patrimonial, que Yacine en fait connaissait déjà puisqu'on l'avait déjà visité et qui souhaitait valoriser. Donc on avait déjà en quelque sorte le travail de recherche pour pouvoir s'orienter dans les collections du fonds patrimonial Heures Joyeuses et savoir qu'est-ce qu'on allait mettre en valeur dans chaque type de disque ou chaque catégorie qu'on a créée pour l'exposition. Mais c'est vrai que ce qui est important de dire, c'est qu'en fait le goût pour l'univers de l'enfance et de la musique pour enfants, il est antérieur à l'idée de la radio. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a un goût pour ça et une envie d'aller vers ça et qu'après quand on va vers ça, on se rend compte qu'il y a des choses et qu'on creuse et on continue de creuser depuis 8 ans et même avant puisqu'on a commencé avant. Mais avant c'était un petit peu au hasard, on achète un disque parce qu'on trouve que la pochette est sympa ou parce qu'on a entendu parler de tel artiste ou de tel producteur. Maintenant ça devient une sorte de systématisme. Dès que c'est un disque pour enfants, on se dit on le scanne pour se dire est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'on en a besoin. Enfin, là, comme on est vraiment spécialiste, évidemment, n'importe quel disque pour enfants qui tombe entre nos mains, on doit quelque part en prendre conscience, on va dire. Ça ne veut pas dire l'aimer, hein, parce qu'il y en a plein qu'on n'aime pas, mais on doit le remettre dans un grand truc. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des outils informatiques qui permettent de faire ça, les bases de données en ligne, notamment Discog, qui permettent de faire des recherches grâce au tag enfant et qui permet d'observer des corpus entiers géants de disques pour enfants. Je sais pas, aux États-Unis sur Discog, il y a, je crois, 120 000 disques pour enfants référencés. Donc on peut, si on veut, tous les regarder. Ça prend des heures, hein. Mais on le fait. C'est pas la seule source, il y a aussi tous les déplacements, tous les voyages au cours desquels on ratisse systématiquement. Mais c'est vrai que c'est un secteur aussi où l'information est toujours très parcellaire, c'est-à-dire les gens qui connaissent un petit peu connaissent quelques artistes, tu vois, mais les gens qui connaissent l'américain Broussac connaissent pas forcément la collection Chevance en France, les spécialistes du disque pour enfants qu'on connaît au Danemark, qui ont un projet qui s'appelle Afgodo, ils connaissaient pas forcément les disques français d'eux-mêmes, et il n'y avait jamais finalement, à notre connaissance, une structure ou un corpus qui référence un peu l'ensemble des choses intéressantes et les passerelles entre les différents pays. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte d'agrégation à faire comme ça. C'est un peu un jeu de points à relier. On relie les points les uns avec les autres et on comprend l'organisation de tout ça, parce qu'il y a des vraies passerelles entre les pays, comme il y a dans la musique normale. Enfin, écrire l'histoire de la musique pour enfants, c'est revisiter toute l'histoire de la musique. Donc on est obligé de se poser des questions sur... là en France ici, mais comme on le fait à l'international aussi, on est obligé de se poser des questions sur... pour comprendre la musique pour enfants, il faut comprendre certains mouvements et il faut se plonger un peu dedans. Donc pour bien comprendre la musique pour enfants, il faut bien comprendre certains mouvements. Et des fois ça peut prendre du temps, mais c'est intéressant. C'est même le discours sous-jacent de l'exposition, c'est de voir comment la forme du disque pour enfants évolue avec les différents mouvements esthétiques au cours de la deuxième moitié du siècle. Qu'est-ce qui se passe quand le free jazz arrive dans le disque pour enfants? Qu'est-ce qui se passe quand la musique concrète apparaît? On voit que la musique concrète apparaît un peu avant les années 50, et dès 1955, il y a un disque quasiment pour enfants qui est produit comme ça, en intégrant une esthétique très nouvelle et contemporaine. C'est parfois surprenant. Il y a aussi beaucoup de connexions avec le monde de la radio, notamment pour les disques narratifs. On voit que c'est parfois les mêmes acteurs, les mêmes réalisateurs ou des gens qui ont travaillé en radio. Et donc c'est une histoire qui implique aussi de lire bien au-delà du disque pour enfants. Et c'est aussi ce qui fait un peu la particularité, c'est-à-dire qu'on l'aborde en tant qu'un élément de la mélomanie globale, en fait. On essaie de pas être dans l'angle de la nostalgie, du côté régressif, du souvenir d'enfance ou de l'effet Madeleine. C'est un effet qui est toujours présent, mais on essaye toujours de le restituer avec un certain
juste une sobriété documentaire qui permet de comprendre, en gros, qu'est-ce qu'ont voulu faire ces gens, pourquoi et à quel moment. Et le texte là le texte de l'expo, c'est qui les a... C'est toi? C'est Sylvain, ouais. C'est hyper bien. Ouais, Parce que moi je suis venu il y a 2 ou 3 jours ici, c'était un montage, et j'ai commencé à lire, etc. C'est hyper, comment dire, sec quoi. C'est très très simple à lire. Et franchement, du coup, j'ai commencé un peu au hasard parce que tout n'était pas monté, et donc j'ai pris de manière transversale, j'aime bien faire ça, puis après j'ai repris dans l'ordre. Et j'ai ressenti vraiment ce que vous disiez tous les deux là, c'est le fait que ça a été pris par des angles. Et par exemple, quand vous parlez d'Anne Sylvestre, il y a plusieurs panneaux qui parlent de ces auteurs qui ont commencé un peu à avoir une reconnaissance, qui sont un peu connus, etc. Il y a la partie avec les petits chanteurs, enfin, le côté religieux, etc., les chorales. Enfin, et du coup, c'est vrai qu'en l'espace de 5-10 minutes, j'avais l'impression de devenir un spécialiste. C'est incroyable. Du coup, de ce point de vue-là, c'est génial, c'est hyper réussi. On parlait de ça pour revenir un peu à quelque chose que je connais mieux, la bande dessinée indépendante. Juste avant, là, qu'on commence, là, on a discuté... On discutait de bande dessinée indépendante dehors. Et puis à un moment donné, j'ai parlé de ça, du schéma qui ressemble plus à une constellation. Et c'est exactement la même chose pour apparemment le disque pour enfants. Et peut-être que c'est à chaque fois la même chose quand on essaye de décrypter un médium. En tout cas, pour la bande dessinée indépendante, c'est difficile de trouver un champ ou 3 champs. C'est des satellites, des machins, etc. Il y a des connexions qui se font, mais si tu veux faire le schéma, ça ressemble plus à des points comme des neurones intenses, d'autres plus petites, qui peuvent avoir leur importance, qui ont pu révolutionner le truc. Et donc du coup, ça mérite une exposition comme ça pour faire un premier tri et pour réorganiser en fait la vie qu'on peut... Il y a quelque chose de très important dans tout ça, c'est qu'on ne voulait pas simplifier pour faire comprendre, on voulait rendre compte de la complexité. Parce que c'est complexe et peut-être qu'il y a trop de noms des fois, peut-être que des gens qui ont moins de références musicales ne peuvent pas tout appréhender, mais quelque part il fallait rendre compte d'une complexité parce que effectivement c'est des réseaux de gens qui se connaissent, qui sont entre eux, il y a des réseaux d'influence, c'est un ensemble de choses et cette complexité on ne veut pas la gommer, on ne veut pas simplifier pour raconter une plus belle histoire. J'ai un ami qui faisait remarquer ça, la mélomanie des gens est devenue plus transversale qu'elle ne l'était avant. C'est-à-dire, cette personne me faisait remarquer avant, d'ailleurs les amateurs de classique n'écoutaient pas de rock, les amateurs de jazz n'écoutaient pas forcément le rock. Enfin voilà, tu vois, il y avait comme ça des chapelles. Les mecs du punk et du rock prog ne pouvaient pas cohabiter, quoi, tu vois. Enfin, il y avait comme ça des oppositions de chapelles. Et on voit quand même que récemment, les amateurs de musique, leur goût et l'étendue de ce qu'ils écoutent est devenu beaucoup plus large et beaucoup plus transversal. Et cette expo autour du disque pour enfants, c'était ça aussi, c'est-à-dire c'est la célébration d'une forme de mélomanie, d'éclectisme, voilà, qui est autour d'un secteur, en fait, parce que c'est pas un genre, le disque pour enfants, c'est un secteur de l'édition, en fait, et tu te rends compte que dans tous les types de musique, en fait, il va y avoir des choses intéressantes et des projets qui valent le coup. Donc ça, c'est là où, voilà, c'est pour ça qu'on a des choses complètement orchestrales traditionnelles, des choses de musique folk, des choses de musique contemporaine, de la variété presque aussi, tu vois, et à chaque fois on essaie d'identifier quels sont les projets qui allaient un peu au bout de leurs intentions, qui étaient soignés, élaborés, ou parfois juste drôles d'ailleurs aussi accessoirement, mais il y a cette forme comme ça, cette manière d'englober des choses musicalement très différentes, alors qu'avant c'était sans doute beaucoup plus difficile. On a appris par exemple qu'à la discothèque de France, voilà, le rock a mis des années à rentrer dans les rayons parce que c'était un lieu pour le classique et peut-être un peu le jazz, j'espère que je dis pas de bêtises, et que tu vois, le rock était persona non grata, quoi. C'est vrai que ça c'est vraiment étonnant parce que j'ai lu par exemple, parce que je suis fan de Joy Division et de New Order, j'ai lu un livre qui a été fait par le bassiste de New Order. Et à un moment donné, il dit bon, maintenant je vais quand même vous avouer un truc, c'est que mes lignes de basse et tout, c'est vachement inspiré du reggae, parce que quand j'étais petit, mon beau-père nous a obligés à vivre en Jamaïque pendant 5-6 ans, et donc j'entendais que ça. Le mec, il a mis des années à avouer ça parce qu'il avait peur que les types le traitent de dire que c'est du disco, je ne sais quoi, ou pas. Parce qu'il y avait vraiment ce délire-là, c'est vrai, dans les années 80, il y avait ce délire-là, c'est que t'étais ça et t'étais pas ça, et tu haïssais le reste.
Donc ça veut dire que quand même, si lui le dit, c'est-à-dire tous les musiciens aussi, d'abord les musiciens commencent à parler d'une influence multiple. Il y avait aussi Blenheim Reininger dans les années 90, quand il a commencé à utiliser des musiques arabes, arabo-andalouses, etc. dans le rock. Tout le monde disait, waouh, c'est un peu limite, c'est un peu trash. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est partout. Il y a toujours une quête de pureté et une recherche des traîtres, tu vois, dans les mouvements musicaux. Et quelque part aussi, le disque pour enfants, c'est l'objet pas street crédible dans l'absolu. C'est un objet... c'est le bac mal aimé en fait chez les disquaires, avec peut-être le bac de diction, tu vois, mais les amateurs. C'est le cas pour les livres pour enfants aussi, la bande dessinée pour enfants aussi. C'est un secteur qui n'est pas forcément pris au sérieux, le disque pour enfants, et qu'on a essayé de prendre avec sérieux et de documenter de la meilleure manière. Alors on constate quand même qu'il y a eu un essor des librairies de livres pour enfants, qu'il y a beaucoup de librairies de livres pour enfants en France, par exemple, alors qu'il n'y a pas de disquaire pour enfants. Il y a des rayons, il peut y avoir des rayons disquaires ou livres-disques. Parce qu'en fait, à la limite, c'est trop tard, si je vous suis bien. Parce que vu que maintenant, ça passe directement par l'ordi, Deezer ou quoi, c'est trop tard pour le faire. Pour créer des disquaires pour enfants, oui, ça risque d'être un peu tard. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sylvain disait que les bacs pour enfants, en général, c'est ceux qui sont en bas dans le disquaire, avec les disques à 5 €, les disques à 1 €. La vision globale de la musique, la vision globale des enfants a changé, mais c'est trop tard pour l'industrie, quoi. Là, dans l'expo, ce qui ressort quand même, c'est qu'il y avait des fois des synergies, tu vois, entre des artistes, des producteurs, et qui ont créé. C'est souvent ça qui a mis le catalyseur. Des one-shots intéressants, il y a toujours quelqu'un qui à un moment fait quelque chose d'un peu particulier, d'un peu à l'écart. Mais on voit que des fois les choses prennent la forme d'une collection ou de quelque chose de plus approfondi, comme faisant partie d'un mouvement, d'une époque, avec souvent un groupement de 4, 5, 6 personnes qui vraiment prennent le sujet à cœur et l'investissent. Alors ça peut être des fois des compagnies de spectacle, parfois des directeurs de collection comme chez Chant du Monde. Et il y a encore des choses aujourd'hui, mais moi je ne m'aventurerai pas trop à parler de la production récente, puisqu'on a tellement investigué le volet historique comme ça, des années 50 aux années 90, que analyser ce qui sort actuellement, ça nécessiterait de faire un balayage beaucoup plus approfondi que ce que j'ai pu en faire. Maintenant, nous, on voit toujours régulièrement des projets qui se font, mais c'est vrai que c'est toujours des projets un peu à part des éditeurs classiques ou de l'industrie discographique. Ou alors des projets très commerciaux qui ne sont pas intéressants, comme Renault ou autre, quoi. Là, c'est clair qu'on s'en fout un peu. Comment les oreilles s'épanouissent-elles ? Une promenade radiophonique avec Nilso. Proposé par Henri Landré. Une production du festival Formula Bula. Enregistré dimanche 4 octobre 2020 à la médiathèque Françoise Sagan, Paris 10e, avec Nilso, Yacine Devos et Sylvain Quément.